arrache le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, départ de la députée Joëlle Boutin, les rumeurs courent sur les réelles raisons de sa démission. La COVID-19 serait officiellement derrière nous. Des extraits de chansons pas encore sortis de la chanteuse Charlotte Cardin circulent sur les réseaux sociaux. Encore plus de preuves démontrent que la tragédie du sous-marin Titan aurait pu être évitée. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Salut Florence. On débute avec une triste nouvelle. Maxime Belland, le coordonnateur au maintien de la circulation qui avait été gravement blessé la semaine dernière après avoir été heurté par un automobiliste, a malheureusement perdu la vie. Je vous résume l'histoire. Le terrible incident s'est produit à Pointe-aux-Trembles lorsque le chauffeur avait tenté de traverser le chantier en sens inverse en renversant violemment Maxime Belland, qui est décédé, et un autre signaleur routier, Fabrizio Altieri. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Maxime Belland n'a pas survécu à ses blessures. Et le conducteur, lui, dans son cas, âgé de 68 ans, s'est présenté de lui-même au poste de police peu après l'incident. Il a été interrogé par les enquêteurs, mais aucune accusation a été portée contre lui pour l'instant. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances exigées de cet accident mortel. Et la communauté locale est en choc depuis la perte tragique de la perte tragique du signaleur. Il y a beaucoup de signaleurs aussi de l'équipe qui veulent pas retourner travailler. Et tout le monde réclame justice pour Maxime Belland qui est décédé. Tout le monde veut des réponses dans cette histoire-là. Et tu avais d'ailleurs discuté, Jean-François, dans un autre épisode à Cube Radio avec son ami et collègue Fabrizio Altieri, qui avait aussi été frappé par le conducteur en question, mais lui a eu plus de chance que son collègue. Et je tenais à ce qu'on écoute un extrait de ton entrevue. Fabrizio Altieri souhaitait sensibiliser sur le travail de chantier. Il souhaite que les choses changent parce que c'est carrément devenu là, un métier dangereux avec la rage au volant qui augmente de plus en plus. Moi, j'aimerais bien que tout le monde il comprenne qu'on n'est pas juste des journaliers ou des personnes qui sont là pour faire chaque année tout le monde. Nous, on a fait de travailler, de réparer les rues pour vous autres. Donc, s'il vous plaît, de prendre le temps de faire un demi-tour, de passer, s'il y a une rue barrée, juste suivre la signalisation. Ce qu'il racontait, à mon grand étonnement, c'est que la majorité des cas, des accidents, c'est pas des gens qui... tu sais, parce que souvent, on a tendance à dire qu'il faut ralentir. Puis je dis pas qu'il faut pas ralentir. Tu sais, d'ailleurs, moi, depuis que j'ai parlé, je fais super attention, encore plus qu'avant. Mais on n'est pas parfait, personne, aux travaux routiers. Mais c'est vraiment des cas de rage au volant. Donc, c'est des gens qui sont fâchés de dire « Encore des travaux, je peux pas dans passer. » ce cas-là, le chauffeur roulait complètement dans la voie opposée. Exactement. Il dit qu'ils se font frapper par des... effleurés ou touchés par des miroirs d'auto à chaque semaine. À chaque semaine, il arrive des incidents. C'est pas quelqu'un qui est passé trop proche ou c'est pas un accident, c'est un geste volontaire de dire je passe pareil parce que moi, je veux me rendre à la rue là-bas. Puis vous avez beau me dire de faire demi-tour. Moi, je sais que ça se rend, là, puis que je le vois qu'à travers les tuyaux puis les pépines, je suis capable de me rendre et il fonce quand même. Ça c'est vrai. C'est beaucoup plus qu'un accident. Là. C'est délibéré de rentrer là-dedans. Puis lorsqu'on voit la photo aujourd'hui là, de Maxime Belland avec ses enfants, ça fait réaliser que c'est des vies là, qui sont brisées derrière ça. Là. Il y avait une famille. Ce que M. Altieri te disait aussi, c'est que sa femme veut carrément plus qu'ils retournent au travail. Là. Ça aurait pu être toi. Ils ont des enfants eux aussi. Il y a beaucoup de familles là, qui vont avoir peur aussi pour la suite, les familles des signaleurs routiers. Et je regardais les derniers chiffres, Jean-François. En date de fin avril dernier, le nombre de signaleurs routiers qui a été blessés dans le cadre de leur fonction a fait un bond phénoménal de 168 %. Ça, c'est en 2017 et 2021. Et ça, malgré les efforts, les publicités qu'on voit à la télévision pour essayer de prévenir, de sensibiliser les gens. Et juste en 2017, pour vous imaginer un peu, les accidents qui touchaient 60 travailleurs en 2017. Et en 2021, le chiffre est monté à 161 par année. Donc, ça a plus que doublé dans les dernières années. Et le président de l'Association des signaleurs demande des lois plus sévères. Il note au Minnesota, ce qu'ils font, eux, c'est un peu la sentence, en ferait les conséquences, sont 15 ans de prison si tu frappes un travailleur et 7 500 $ d'amende au maximum.
Donc, depuis qu'ils ont mis là, ces règles-là, ces conséquences-là, les gens font vraiment plus attention. Et Cube Radio a parlé avec l'ami du signaleur décédé tantôt hors d'onde. Il souhaitait vivre son deuil dans le privé et pas s'exprimer publiquement aujourd'hui par respect pour la famille. On le comprend et on offre nos condoléances à tous les proches du signaleur Maxime Belland. Et tout ce qu'on peut faire en attendant, soyez prudents et respectueux et vigilants. La députée de la Coalition Avenir Québec dans Jean Talon, Joëlle Boutin, a annoncé officiellement sa démission de ses fonctions seulement 3 ans après son élection. Elle a tenu un point de presse dans son bureau de comté pour faire cette annonce-là qui était attendue depuis plusieurs jours. Des gens commençaient à s'en douter, étaient absentes à certains événements politiques. Et elle mentionne avoir rencontré le premier ministre avant sa décision. Il n'a pas réussi à la retenir à ce qu'on voit aujourd'hui. Et on va écouter un extrait de son annonce qui a été présenté là, à TVA Nouvelles. Dans les dernières années, j'ai choisi de passer trop peu de temps avec mes enfants afin de servir mes concitoyens. Bien que je ne regrette aucunement ce choix-là, aujourd'hui, je décide de faire un choix différent. La politique, bien qu'elle soit une opportunité extraordinaire, nous demande aussi de faire des sacrifices au niveau professionnel. Donc, pourquoi elle quitte? En gros, elle veut prendre du temps avec ses enfants. Elle dit qu'elle les a vus peu dans les dernières années. Et aussi, elle a eu une offre pour aller travailler au privé qu'elle n'a pas pu refuser. Donc, c'est les raisons qu'elle évoque pour son départ. Moi, chaque job que j'ai quitté, c'était pour ma famille aussi. Ah ouais? Ouais. C'était une excuse ou c'était vrai? C'était pas toujours vrai. C'est ça que je voulais dire. Mais peut-être que c'est vrai. Mais tu sais, elle s'est fait élire parce que tu dis que ça fait 3 ans, mais c'était en 2019. Il y a 3 ans, c'était son premier... elle avait été élue dans une partielle. Ouais. Et donc, elle s'est fait réélire il y a à peine moins d'1 an. Là. Fait que, il y a moins d'1 an, elle était partante. Là. Elle n'est pas partante. Ça se peut, mais il y a plein de choses qui se sont passées. Là. On parle beaucoup du 3e lien à Québec qui a finalement pas été approuvé. Il y a le fait qu'il était qualifiée, en tout cas, du moins, pour avoir un ministère qu'elle n'en a pas eu aussi. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça aussi dans sa décision. C'est peut-être pour ça qu'elle a accepté l'offre du privé. C'est peut-être plus challengeant. C'est ce que les rumeurs disent, là, elle semblait déçue de ne pas avoir été nommée au Conseil des ministres, mais elle avait tout de même eu une belle offre. Elle avait accepté le poste d'adjointe parlementaire pour les volets sciences et innovation auprès du ministre Pierre Fitzgibbon. Elle faisait ça là, depuis les élections de 2021. Et elle a démenti sa déception en lien avec son écart du Conseil des ministres. Les journalistes lui ont évidemment posé la question. Il a dit que ça n'avait aucun lien. Et départ de député, Jean-François, veut dire élection partielle. Donc, pour l'instant, elle va laisser son siège libre là, dans quelques jours. Et pour l'instant, si on se fie au dernier sondage léger, c'est le Parti québécois qui a pris beaucoup d'avance dans les dernières semaines dans la région de Québec. Mais évidemment, là, c'est pas gagné. Donc, ça va être à voir dans les prochaines semaines. Mais la bataille va jouer dur. Là. C'est quand même une grande région. C'est Québec. Donc, on va en voir plus dans les prochaines semaines. On va suivre ça cet automne et ça va être un peu un bon baromètre pour voir si les sondages se matérialisent pour le Parti québécois. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. La Cour d'appel a confirmé qu'une victime d'agression sexuelle poursuivant ses parents et son oncle violeur au civil va recevoir plus de 800 000 $ en dommages. Et cette décision-là met fin à une grosse saga judiciaire qui dure depuis 5 ans. La victime, qui est maintenant adulte, avait subi des agressions de la part de son oncle entre 1980 et 1987. Et ses parents n'avaient rien fait à ce moment-là pour la protéger. Le jugement de la Cour d'appel a créé un précédent très important en envoyant un message aux parents quant à leur responsabilité et à leur possible responsabilité légale pour leur insouciance et négligence à ce moment-là. La victime avait 9 ans lorsque les agressions ont débuté et l'autre en avait 16. Et les agressions avaient eu lieu lors de visites chez les grands-parents de la victime et malgré les antécédents criminels de l'oncle pour viol, il était autorisé à dormir dans le même lit que sa nièce mineure. Les parents étaient au courant et les parents ont été condamnés là, en 2021 à verser des dommages à leur fille pour les séquelles persistantes qui sont causées toujours dans sa vie aujourd'hui. On l'imagine. Et la victime espère que ce jugement-là va donner du courage aux autres survivantes d'agressions sexuelles. Elle disait que le processus judiciaire a été très difficile pour elle, mais elle souhaitait le poursuivre, aller jusqu'au bout pour montrer là, aux victimes que c'est possible. Et on imagine, Jean-François, que poursuivre ses parents, là, c'est quelque chose de difficile. Là. C'est dans une autre catégorie. La décision, quand tu prends la décision de poursuivre tes parents, il faut que tu sois décidé. Il
faut surtout que ça t'ait troublé, ce qui est son cas. Mais en même temps, qui fait dormir son enfant de 10 ans avec son oncle? Qui avait déjà des antécédents à ce moment-là. Là. Honnêtement, je pense que juste cette phrase-là, ça suffit. Mm-hmm. T'as 10 ans, va te coucher avec mon oncle qui a des antécédents de viol. Ouais. Quel parent? Vraiment, c'est une histoire qui ben en fait, c'est complètement nouveau. C'est une des premières qui a fait ça, qui a poursuivi ses parents, est allée jusqu'au bout. Donc, elle va recevoir un montant de 800 000 $. C'est vraiment un cas qui donne espoir aux victimes. Puis elle dit là, que c'est vraiment pour ça qu'elle le fait. Une résidente de Brossard exprime son désenchantement et sa déception face au retard de construction de la station du REM située à Griffintown. Bernard Landry, annoncé pour fin 2023. Donc, on promettait que la station de Griffintown allait être construite pour fin 2023. Et la construction n'a toujours pas commencé. Et la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est gestionnaire du REM, donc la CDPQ Infra, prévoit désormais son ouverture fin 2024. Elle n'a toujours pas commencé à être construite. Et cette situation là impacte considérablement la résidence qui va devoir passer plus de 50% plus de temps dans les transports en commun en raison des correspondances supplémentaires qui vont lui être imposées. Elle part de Brossard et normalement, elle devrait pouvoir se rendre directement à la station Griffintown, mais là, elle n'est pas construite, donc elle va devoir faire un nouveau chemin. Mais moi, en lisant cette nouvelle-là, Jean-François, je dirais premièrement qu'il faudrait commencer par le REM d'être ouvert, premièrement, avant de penser à construire une nouvelle station. Là, je pense que pour eux, ce qu'ils espèrent, c'est que son ouverture va bien se passer, premièrement, puis peut-être qu'après, là, ils vont penser à une expansion. Oui, puis il va falloir être patient là, avant que le REM soit complété dans son trajet, là, dans tous ses embranchements et toutes ses racines. Ça va être long. Mais en même temps, moi qui est sur la Rive-Sud et qui va régulièrement dans ce coin-là, le nouveau quartier Solar qu'on a créé, l'autre côté du 10-30, là, je peux comprendre cette dame-là. Ils sont peut-être allés un peu trop vite. C'est ça, ils ont fait une promesse dans le vide complètement. Oui, mais même les gens qui ont décidé de déménager sur la Rive-Sud en se disant « Hey, on va avoir le REM, ça va être super facile après ça de rentrer en ville ». Il y en a qui sont là déjà depuis 1 an, qui voulaient avoir les premiers choix dans les condos, etc., etc. Là, je comprends que tu veux être pressé puis tu veux pas être celui qui va rentrer en dernier, mais c'est fou, là, ils ont construit une ville. Il y a des résidences pour personnes âgées, il y a une boulangerie, des restaurants. C'est une ville qui tient sur la grandeur, on dirait, de 8 terrains de football. Tu sais, c'est vraiment pas grand. Puis là, ils ont construit ça vers le haut. Puis je suis allé manger là récemment, puis on se disait, moi et mon ami, tu stationnes où ici? Tu sais, non, mais parce que logiquement, c'est fait pour des gens qui vont pas utiliser la voiture puis qui vont rentrer en REM vers Montréal. Il va y avoir le 10-30 de l'autre côté avec une clinique médicale, des restaurants, une pharmacie, ton épicerie. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir ne pas avoir d'auto. Fait que là, les gens se sont dépêchés en s'en allant là-bas parce que ça a l'air futuriste puis ça a l'air extraordinaire. Mais là, c'est sûr que si ça fait 1 an que tu fais « Hey, je paye mon condo qui doit coûter assez cher, merci, et j'ai encore ma voiture parce que le REM n'est pas prêt. Et puis que là, tu vois qu'ils vont retarder ça encore d'1 année. Là, ils disent fin décembre 2024, entre toi et moi. Ça se pourrait bien que ça soit milieu 2025. Fait que, tu sais, je les comprends. En même temps, c'est eux autres là, qui ont choisi de s'en aller avant que les infrastructures soient en place. Oui, c'est ce que la résidente dit, qu'ils remettent carrément en question là, leur choix de ville. Et je rappelle que le REM va entrer officiellement en fonction après 3 reports le 31 juillet prochain, mais seulement pour le tronçon qui relie le centre-ville de Montréal à Brossard. Pour les usagers du réseau de transport de Longueuil, ça va devoir attendre au 21 août, si tout se passe bien. Et ensuite, là, tout le REM devrait ouvrir. Ça, c'est si tout se passe bien. Mais les résidents de Brossard attendent vraiment avec impatience des réponses concrètes et des avancées dans les travaux pour bénéficier des avantages. Beaucoup disent que les avantages qu'on leur avait promis sont pas là. C'est que dans le fond, on a pu prendre le train de banlieue. Là. Cette personne-là s'est dit « Ah, il va y avoir plus de stations. » Parce que le train de banlieue, ce qu'on reproche toujours, c'est qu'il t'amène à la place Bonaventure. Puis après ça, si tu travailles ailleurs dans la ville de Montréal, il faut que tu prennes l'autobus ou que tu prennes le métro pour te rendre. Donc, fait que finalement, elle aurait pu s'en aller à Saint-Hubert, prendre le train de banlieue, ça n'aurait rien changé pour elle. Parce qu'il lui rajoute du temps, 50% du temps de plus. Oui. C'est vraiment toutes les correspondances. Et je pense que le REM va continuer de faire les manchettes. Il n'est même pas ouvert, puis on en parle à chaque semaine. Donc, on va sûrement en reparler là, la semaine prochaine.
Bonne nouvelle pour nous tous, citoyens du Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la levée de l'ensemble des directives liées à la COVID-19 à partir du 19 juillet 2023. Là, tu vas me dire, Jean-François, quelles mesures il restait? Ben, moi, je pensais qu'il restait plus rien, honnêtement. Fait que tu m'étonnes avec cette nouvelle-là. Désormais, c'est le port du masque et l'isolement dans les milieux de soins, comme les CHSLD, qui vont plus être obligatoires. Aussi, il y a la durée de l'isolement pour les usagers qui étaient en contact étroit dans ces milieux de vie-là, qui va être réduite à 5 jours. Donc, c'est les quelques mesures qui restaient. Et le ministère assure que cette mesure-là a été prise en accord avec les recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Et tout ça, ça marque vraiment une étape importante vers le retour à la vie normale. Je sais pas, toi, Jean-François, mais on dirait vraiment que la COVID, elle fait carrément plus partie de nos vies. Là. Quand tu nommes le mot COVID, les gens rient presque ou disent « Quoi, la COVID? » On dirait qu'on n'a jamais vécu ça. Oui, puis pourtant, il y a 1 an et demi, là, on était encore dedans. Là. C'est fou comment ça a été vite, puis on l'a oublié vite. Peut-être qu'on voulait aussi l'oublier rapidement. Vite. Mais en même temps, moi, j'espère qu'il y a des affaires qui vont rester. Tu sais, on dit, là, c'est 5 jours, port du masque, là, on peut l'enlever, etc. Mais, tu sais, j'espère qu'on va continuer. T'as la grippe, t'as le rhume, t'as un microbe quelconque. Mêler ton masque là, dans le transport en commun, dans les bureaux, etc. T'as un microbe quelconque. Rentre pas travailler cette journée-là pour tes collègues. Tu vas aux toilettes dans un centre d'achat, lave tes mains. T'sais, non, mais je veux dire, ça a l'air banal, là, mais on dirait qu'il y en a qui font comme elle est finie, plus besoin de me laver les mains. Ben, t'as quand même été aux toilettes. Fait que tu peux te les laver, les mains, même si la COVID est finie. Fait que j'espère qu'on va garder des comportements. T'sais, on a appris quand même de ça. Avant, c'était peu importe. Là, tu peux être enrhumé jusqu'aux oreilles. Je rentre travailler quand même parce que je suis un dur de dur. Ouais. Mais non, parce que dans le fond, c'est le bureau complet que t'impactes après parce que tu le transmets à tout le monde. Fait que j'espère qu'on va garder des mesures, pas par le gouvernement, là, par le gros bon sens. Par nous-mêmes, oui. La COVID, circule toujours. Puis on peut annoncer, là, d'après moi, ça va rester aussi, mais dans les hôpitaux, les cliniques, le masque, quand on entre, on doit mettre un masque. Ça va rester. C'est normal, on est dans les hôpitaux, les microbes continuent de circuler. Donc, ça, pour l'instant, ça va rester. Puis je pense que ça va être une mesure là, qui vont pas enlever dans les prochaines semaines. Si vous pensez que bientôt, dans les hôpitaux, vous allez être plus masqués, malheureusement, ça va rester. Oui. Mais tu sais, il y a la COVID, là. Elle circule toujours, effectivement. Mais la gastro, c'est pas plus le fun. Non. Il y a 10 ans, là, je veux dire, moi-même, là, j'ai vu ça, là, des gens dans ma famille disent il a vomi un matin, là, mais on est venu fêter Noël quand même. Mais on va tout l'avoir demain. On va tout l'avoir demain. J'espère que c'est le genre de mentalité qui va être changé. Donc, morale, gardons les bonnes habitudes que la COVID nous a laissées. Tout savoir en 24 minutes. Donc, 2 chansons qui sont pas sorties du prochain album de Charlotte Cardin circulent sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on vient d'entendre, Jean-François, c'est la nouvelle chanson de Charlotte Cardin qui est sortie là, il y a quelques jours. Chanson qui a fait le tour de la Terre parce que dans sa chanson, la chanteuse fait une demande de mariage à son acteur favori, Jim Carrey. Il a d'ailleurs téléphoné à Charlotte Cardin quelques heures après la sortie de la chanson. Elle l'a publié sur son Instagram. Elle était carrément en transe, en pleurs, en train de lui parler. Et pourquoi je vous parle d'elle aujourd'hui? C'est parce qu'elle était en concert à Alma au Saguenay il y a quelques jours et la chanteuse a présenté à ses fans 2 chansons de son prochain album qui sont pas sorties encore et une admiratrice les a enregistrées, les a mis sur TikTok et depuis ce temps-là, ça circule en fou. On va écouter là, une des chansons qui est pas sortie encore qui se nomme Next to You. Lors de sa performance, Charlotte a mentionné que Next to You allait être la dernière chanson sur son nouvel album et que c'était une composition qui était très sentimentale, très personnelle pour elle. Elle devrait sortir en fin août. Et elle a aussi performé une autre de ses chansons qui n'est pas sortie, qui se nomme Poppy.
Donc, son nouvel album promet, comme toutes ses chansons d'ailleurs. Charlotte Cardin qui est une grande fierté pour nous, les Québécois. D'ailleurs, elle commence de plus en plus à être connue à l'international, est en tournée, elle se promène aux États-Unis, en Europe. Donc, on a très hâte de voir son prochain album. C'est capoté. Pour vrai, c'est une petite fille d'ici, là, mais si vous voulez Qui a voir... été connue à la voix. Si vous voulez voir l'ampleur de la carrière de Charlotte Cardin, allez sur son site Internet puis regardez ses dates de tournée. Puis là, tu fais, OK, Montréal, Québec, Alma, mais... en Grèce, en Suède, en Finlande, aux États-Unis. Écoute, c'est incroyable la carrière. À chaque fois qu'elle sort des dates au Québec, ça se vend là, en l'espace de 5 secondes. À chaque fois, elle en ajoute, puis les fans se ruent carrément sur les billets. Là. Donc, c'est super difficile même de l'avoir ici au Québec. Donc, son nouvel album promet, on a bien hâte de voir ça. Là. On devrait avoir plus de chansons officiellement en août. Le Monde. Dans une tragédie récente dont on a beaucoup parlé à Cube Radio, le submersible Titan de l'entreprise OceanGate a implosé lors d'une plongée vers l'épave du Titanic qui a entraîné la perte de vies humaines, dont... Salut Jean-Denis, je te reviens dans 3 minutes. De sous-marins touristiques qui connaissait bien le PDG, qui se nomme Carl Stanley, avait averti de manière préventive des risques associés au Titan. Ça, Jean-François, c'est une autre preuve qui nous montre encore à quel point cette tragédie-là aurait pu être évitée, à quel point le sous-marin n'était pas prêt à aller en mer, qui n'était carrément pas fait pour ça. Et en 2019, lors d'une plongée d'essai où Carl Stanley, qui est l'opérateur de sous-marin, était allé et il avait signalé des bruits qui ressemblaient à des coups de feu tous les 3-4 minutes, ce qui était vraiment alarmant de telle profondeur avec un engin qui avait été testé juste une fois. Donc, vraiment, lors de la pratique, si je peux dire ça comme ça, il y avait déjà des sons, des bruits étranges. Anormaux. Ouais, qui ressemblaient comme un peu de la pression sur le sous-marin qui faisait faire des bruits. Et l'opérateur de sous-marin touristique avait exprimé à ce moment-là ses inquiétudes concernant la coque qui était en fibre de carbone du submersible et le manque d'expérience carrément du PDG d'OceanGate. On apprend qu'il disait à son ami, je pense pas que tu as assez d'expérience pour faire une aventure de la sorte. Donc, malheureusement, ces avertissements-là sont restés sans réponse et on a connu la tragédie avec plusieurs morts. Hey, je peux même pas croire qu'avec tous les avertissements, là, c'est arrivé de partout. Là, c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres qui a continué, qui a eu le culot de vendre des forfaits à des gens en sachant à des prix exorbitants. On sait pas si ça va tenir. Là. C'est pas comme tu répares ton flat puis tu t'en vas chez vous. Là. Tu t'en vas dans les profondeurs de l'océan. En tout cas, moi, je ne serais jamais, mais jamais embarqué là-dedans. Non? En Non. même temps, pour ce prix-là... Non, mais tu me le donnes, tu me payes pour y aller. Je serais pas allé. Même avant la tragédie? Même avant. Puis je me dis, c'est facile à dire là, quand on voit ça, par contre. Non, mais je suis trop heureux pour ça, mais même, surtout en sachant toutes les espèces de lumières jaunes qui clignotaient, là, qu'on entend des bruits, le hublot est peut-être pas Il y a aussi des images de la manette de contrôle où les gens, là, moi je le vois abondamment sur TikTok, font des comparaisons de la manette utilisée pour vrai dans le Titan et une manette de Wii. C'est semblable. Oui. Non. Moi, tu me perds, c'est sûr. Tout ça, ça soulève des questions sur la sécurité et la préparation avant de tenter de telles explorations sous-marines extrêmes. Et moins de 2 jours d'oxygène étaient disponibles dans le submersible, ce qui ajoute là, à la gravité de cette catastrophe-là. Plein d'experts disent que ça n'a pas de bon sens, qu'ils sont partis avec seulement ça en oxygène. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la tragédie aurait pu être évitée et qu'il y avait vraiment là, de graves lacunes de préparation. Incroyable. Merci beaucoup, Florence. C'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.